Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Aujourd'hui, c'est la deuxième sortie de l'émission Vélosphère. Cette émission qui est rendue possible par toute une équipe, même si vous ne la voyez pas. Et cette équipe-là, elle est composée de Thomas Saint-Pierre, Madame Marie-Rose Saint-Pierre, Aubani Pierre et Edia Barthelus, ainsi que notre caméraman qui fait un travail tout à fait excellent, qui n'est autre que Eugen Desroches, connu sous le nom de Skidjou. Aujourd'hui, dans cette émission-là, nous allons parler d'un sujet brûlant qui vraiment fait actualité dans notre pays. Mais tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que notre page a été piratée cette semaine. Et du coup, on n'a pas vraiment accès pour beaucoup de femmes à cette page-là. Nous aurons un invité qui aura à débattre de ce sujet-là, de ce sujet brûlant de l'actualité, qui n'est autre que Beauchamp. Déjà, je vous dis son nom, mais qui aura le temps de se présenter et qui, bien sûr, va pouvoir faire connaissance avec vous et débattre de ce sujet-là. On revient tout de suite pour rentrer d'emblée dans l'émission. Chef, mesdames, messieurs, pour rentrer d'emblée dans l'émission, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le sujet, je le reprends, c'est mouvement Petro-Caribé, réseaux sociaux et système politico-médiatique traditionnel en Haïti. Nous aurons à débattre avec notre ami Jean-Énoch Beauchamp, que je laisse le temps de se présenter pour vous. Beauchamp, vous avez la parole, mon ami. Eh bien, merci pour l'invitation. Comme vous l'avez dit, je suis Jean-Énoch Beauchamp. J'ai une formation en philosophie. Je fais une spécialité en philosophie politique. J'enseigne la philosophie à Kingsborough Community College, à Brooklyn. Et c'est à partir de cette formation de philosophie politique que je vais pouvoir approcher votre Sujet du jour. Sujet, à savoir mouvement Petro-Caribé et médias sociaux en Haïti. Ainsi que globalement le système politico-traditionnel en Haïti qui a tellement duré depuis tellement longtemps. Il y a beaucoup qui sont en train de spéculer sur ce qui passe en Haïti par rapport à l'ampleur de ce mouvement-là qui a lieu en ce moment. Savoir, 17 octobre, ça a fait trembler beaucoup de monde. Et plus d'un demi-million d'Haïtiens ont pris les rues pour réclamer un procès autour de cette question-là, de cet agent-là qui a dilapidé. Rapidement, on va essayer de faire une petite généalogie de cette question-là. On sait que l'accord Petro-Caribé dérive de ce projet-là qu'a voulu mettre en place le commandant Chavez, qui a dirigé le Venezuela pendant un certain temps. Au départ, le programme c'était ALBA, qui signifie l'aube, l'espoir, mais qui a été transformé en sigle, qui signifie Alternative bolivarienne pour les Amériques. Et cet ALBA-là, il contenait plusieurs volets. Un volet notamment échange culturel, volet économique, volet d'aide bilatérale, d'une manière à favoriser le développement régional, le développement entre les pays de l'Amérique centrale et des Caraïbes. Mais au final, on ne va pas rentrer dans les détails, Beauchamp, cet ALBA-là qui pensait cristalliser l'espoir pour Haïti, elle s'est transformée en un cauchemar véritablement, puisque selon les revendications de tout un chacun en Haïti, cet argent a été dilapidé. Et il y en a qui parlent de mouvement sans précédent dans l'histoire du pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Beauchamp, en tant que philosophe politique qui observe l'actualité? Bon, tout d'abord, ce que je dois dire pour aborder cette question, c'est qu'en philosophie politique, on a un principe. C'est le principe de l'organisation de la société selon ce qu'on peut appeler les conditions de possibilité d'une société juste, d'un meilleur régime. Or, ce qui s'est passé en Haïti, c'est quelque chose qui doit nous pousser à regarder au-delà de ce phénomène, au-delà de cette coopération, parce que ce n'est pas pour la première fois que nous avons ce type de coopération dans l'histoire de notre pays. Ça a pris
comme tu viens de le dire, la forme de cauchemar. Un cauchemar, ouais. Je ne suis pas dans l'idée que c'est un espoir perdu, comme le terme cauchemar peut Évoqué, éventuellement. Je pense que il faut regarder la façon dont Haïti advenait au monde. Haïti, c'est un pays qui n'est pas né d'un projet de société, mais d'un refus commun du système esclavagiste, colonialiste et raciste. Je ne vais pas vous interrompre, M. Beauchamp, mais est-ce qu'il faut remonter aussi loin pour comprendre l'actualité du mouvement pétro-caribé en Haïti? Je crois qu'il est toujours utile de se mettre dans une perspective historique pour comprendre le présent. Parce que le passé peut toujours aider à comprendre le présent. Haïti est une société injuste, inégalitaire. C'est-à-dire, les bases sur lesquelles Haïti a été fondée n'étaient pas une bonne base. Au point que, pour certains critiques, avec lesquels je ne suis pas d'accord bien sûr, nous ne sommes pas une nation. Ça, c'est un autre débat. Ce qui fait une nation, c'est ce que nous avons en commun comme valeur, comme identité et comme projet de société. Jusqu'à présent, ce sont des défis que nous avons devant nous. Est-ce dire qu'il y a plusieurs projets de société en Haïti? Est-ce dire que les masses ou encore une certaine élite, ou encore certaines élites, si on veut les mettre au pluriel, eh bien, ont des projets assez différents, et en quoi ça explique ce mouvement de contestation de grande ampleur autour d'un accord bien spécifique? C'est un signe positif, ces revendications-là. Mais la question qu'il faut se poser, et après, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce mouvement de revendication générale aboutisse à quelque chose de concret? On peut beau se révolter contre un système, contre une pratique, contre une injustice. Mais s'il n'y a pas une volonté pour canaliser cette énergie revendicatrice, je ne vois pas comment on pourra s'en sortir. De toute façon, Beauchamp, on ne va pas mettre les charrues avant les bœufs, mais on reviendra certainement sur cette question-là, qui a rapport plutôt au système politique haïtien. Mais ce mouvement pétro-caribé, qui est rendu possible grâce notamment aux réseaux sociaux, on peut le dire, parce que c'est connu en Haïti que le système politico-médiatique qui est contrôlé par certains secteurs est bien spécifique. À d'autres moments de la durée, en l'absence des réseaux sociaux, aurait tout fait pour éviter que ce débat-là perdure dans l'actualité. Or, qu'est-ce que les réseaux sociaux ils ont imposé? C'est que c'est entretenir sans cesse ce débat-là et qui au final oblige tout le monde à s'impliquer. On va certainement revenir. Mais ce projet pétro-caribé-là, qu'est-ce qui explique une telle intensité, une telle mobilisation autour de ce projet-là? Parce que dans l'histoire du pays, ce n'est pas quand même la première histoire de corruption qui fait actualité dans notre pays. Qu'est-ce qui explique qu'il y a une mobilisation aussi déterminée? Il y a une implication de la grande majorité de la population autour de cette question-là. Oui. Il faut tenir compte des rapports de la commission sénatoriale autour de ce dossier.
Mais au départ, on a l'impression que le rapport était politiquement motivé. C'est-à-dire, les sénateurs qui ont pris l'initiative d'enquêter sur ces dossiers, ils avaient un agenda. C'est-à-dire qu'ils voulaient mettre les bâtons dans les roues de ce gouvernement-là. Voilà. Et il y en a même parmi eux qui sont présidentiables, qui seront candidats à la présidence. Donc c'était un instrument vraiment politique pour mettre dans l'embarras les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Maintenant, le pouvoir réagit comme il devait réagir, de façon traditionnelle, pour dire qu'il s'agit là de la persécution politique. Sachant que ça allait se diluer dans un deal, on va faire des débats médiatiques, après, ça va terminer. Partage le gâteau, comme on a l'habitude de le faire. Oui, comme on a l'habitude de faire, voilà. Mais, de façon inattendue, la rue a récupéré le mouvement. Donc, c'est-à-dire que le mouvement Petro-Caribé échappe au contrôle des politiciens traditionnels. Que ce soit au niveau de la présidence, du gouvernement ou du Parlement. Donc, ils sont dépassés par les événements. Et c'est là le côté positif du mouvement. C'est un peu le monde à l'envers, comme ça se fait traditionnellement. Voilà. Traditionnellement, les politiques essayent toujours de récupérer les mouvements populaires, comme on dit, les révolutions pas du Sud, mais meurent dans l'Ouest. Mais là, c'est le peuple qui récupère un mouvement programmé par les politiciens. C'est ce que vous voulez nous dire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, toutes les contradictions s'éclatent. C'est-à-dire, ils ne savent pas quoi faire. Même ceux qui ont pris l'initiative de soulever ce dossier, aujourd'hui, eux aussi, ils sont dans l'embarras. Parce que tout le monde sait comment cet agent a été dilapidé. Vous avez des sénateurs, des députés qui font pression sur les gouvernements. D'abord, il y a un gouvernement qui a été, on va dire, ratifié. Le gouvernement de la montre. Sur fond de deal politique, mais vraiment au sens de business. Business du terme. Et c'est pourquoi ces gens-là ne prennent pas ces sénateurs au sérieux avec le rapport. Mais la population a eu l'intelligence de récupérer ce dossier. Là, vous êtes en train de nous dire là des choses assez intéressantes. L'analyse tient vraiment sa promesse par les hauteurs de point de vue que vous êtes en train de dégager là. Nous prenons la pause et nous revenons pour la deuxième partie, mesdames et messieurs. On revient pour continuer le débat autour de ce sujet brûlant, comme nous l'avons dit au départ, de l'actualité, Petro-Caribé, les réseaux sociaux, leur influence sur le mouvement social haïtien actuel, qui concerne notamment le Petro-Caribé, et l'angoisse du système politique traditionnel haïtien en ce moment-là. Parce que les recettes actuellement font défaut, on ne sait pas à quel sein se vouer pour trouver une issue à ce problème-là qui menace le système dans son existence. On l'a dit, les réseaux sociaux, depuis 2010, la littérature est abondante autour de leur rôle dans certains soulèvements populaires, dans certaines mobilisations sociales. Il y a certaines critiques qui sont faites aussi aux réseaux sociaux, tout comme il y a certaines appréciations qui a été mille fois exprimées autour des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on va d'abord prendre les critiques, Beauchamp, on les reproche notamment le côté nihiliste de la toile. Beaucoup de monde s'accentue sur cet aspect-là, dans le sens que les réseaux sociaux, c'est un monde où toutes les valeurs, tous les talents sont en quelque sorte dévalués. Qu'est-ce que je peux dire là? Je vais prendre un exemple concret, même si je ne veux pas dire cela à des fins de polémique. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, on va dire que Leslie Maniga serait l'équivalent de Michel Gaillard, ou encore Black Alex serait l'équivalent de Manu Chalmaé. C'est-à-dire, on ne fait pas le tri sur les réseaux sociaux. Autre critique qui a été faite aux réseaux sociaux, c'est le fait que les réseaux sociaux donnent libre cours au discours conspirationniste, à la rumeur. C'est-à-dire, toutes sortes de rumeurs peuvent
éventuellement prévaloir sur les réseaux sociaux. Et la dernière grande critique qui a été faite autour des réseaux sociaux, c'est le fait que beaucoup reprochent aux réseaux sociaux le fait qu'ils donnent l'illusion aux gens d'exercer leur esprit critique. Qu'ils donnent l'illusion aux gens qu'ils peuvent véritablement participer de la politique. On sait, il y avait une véritable démocratie d'opinion qui prend naissance sur les réseaux sociaux, mais à côté, la démocratie parlementaire représentative continue de fonctionner avec toute sa corruption, avec toute cette petite magouille. Et de là, professeur Beauchamp, par rapport à toutes ces critiques-là, qu'est-ce qu'on peut espérer dans le sens où les réseaux sociaux participent activement dans la dénonciation de la dilapidation du fonds Petro-Caribé, mais aussi dans le sens que les réseaux sociaux participent activement à la mobilisation actuelle. Bon, par rapport aux critiques formulées à l'endroit des réseaux sociaux, je dirais ceci. Les réseaux sociaux peuvent être considérés comme ce que les Grecs appellent des pharmacas. C'est-à-dire, ça peut être un remède, mais ça peut être aussi un poison. Ça peut vous guérir, ça peut aussi vous tuer. Un aspect positif des réseaux sociaux, dans le cadre du mouvement Petro-Caribé, c'est qu'il permet ou favorise une prise de conscience au niveau national et international, c'est-à-dire au niveau de la diaspora haïtienne. La diaspora haïtienne peut intervenir dans les grands dossiers de notre société. Ça, c'est très positif. Mais de notre côté, bien sûr, il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux à d'autres fins, suivant leur niveau. C'est normal. Il y a le média, il y a le médium. Ce n'est pas le message, c'est le médium. C'est-à-dire quelqu'un qui est avisé ne va pas gaspiller son temps, son énergie à écouter n'importe quoi. Il va écouter ceux qui ont la capacité de dire quelque chose de vrai, du bon, le bon et de, on va dire, esthétiquement intéressant. Donc, il y a le message et il y a le médium. Il faut choisir qui écouter. Donc, ce n'est pas les réseaux sociaux en soi, ce n'est pas le médium en soi qui pose problème. Ce qui peut poser problème, c'est ceux qui utilisent ces canaux de communication. Faisons vite la différence, professeur Beauchamp. Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui impulsent une nouvelle vitalité au mouvement social haïtien, ou encore est-ce que c'est une nouvelle prise de conscience qui a lieu en Haïti actuellement? Parce que quand même, nous pensons qu'il y a une différence. Est-ce que les réseaux sociaux sont juste un médium qui favorise l'interconnexion, comme vous venez de le rappeler, entre les gens d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire d'Haïti et de sa diaspora, soit en France, aux États-Unis, au Chili ou encore en République dominicaine, ou encore bien dans d'autres coins du monde? Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui impulsent cette nouvelle vitalité, ou encore c'est une prise de conscience collective? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais je pense qu'il y a une dialectique entre les deux. D'un côté, la prise de conscience donne lieu à une attention beaucoup plus soutenue à ce qui se passe en Haïti. C'est-à-dire, dans la société elle-même, il y a un mouvement. Et à rebours, les réseaux sociaux aussi, on va dire, contribuent à donner beaucoup plus d'élan à ce qui se fait, à ce qui se passe en Haïti. En quelque sorte, c'est une nouvelle énergie apportée à la prise de conscience nationale dont tu as évoqué. Il y a un grand spécialiste qui s'appelle Gilles Kepel, il est spécialiste du monde arabe.
Il a observé les révolutions qui ont eu lieu en 2010, 2011 en Tunisie, en Égypte et dans d'autres pays dans le monde arabe, en Libye. Et il a fait cette déclaration-là pour montrer que en 2010-2011, il y a des mouvements de contestation sans précédent dans l'histoire de ces pays-là. Et beaucoup d'auteurs ont fait le lien avec notamment l'accès que les populations ont aux réseaux sociaux, notamment Facebook et autres. Est-ce que vous pensez que cette ampleur-là, on peut faire encore le même lien que les révolutions arabes et ce qui se passe en Haïti? Oui, on peut le penser. Mais sauf que la situation haïtienne n'est pas la situation du Moyen-Orient. Nous avons une réalité différente. Dans quel sens, monsieur? Bon, d'abord, nous ne sommes pas de la même culture, nous n'avons pas la même culture politique. Et la classe politique, on va dire, arabe, n'est pas la classe politique haïtienne. Vous savez qu'en Haïti, nous avons une classe politique très faible, à tous les niveaux. Au niveau idéologique, au niveau de représentativité. Ils n'ont pas un ancrage dans la population. C'est une classe politique opportuniste, on peut le dire tout simplement. C'est-à-dire, on attend l'occasion. Mais ils ne travaillent pas vraiment pour que ça change. Ce sont des attentistes. Mais sans anticiper la troisième partie de notre émission, M. Beauchamp, est-ce que vous pensez que cette dynamique-là qui est en train de se cristalliser en Haïti, elle peut éventuellement changer les termes de la relation politique qui existe depuis des temps et des temps en Haïti? Vous savez, je vais essayer d'être un tout petit peu marxiste pour dire que l'économie est à la base de tout. Si tu considères la situation de misère qui sévit en Haïti aujourd'hui, c'est très difficile d'imaginer que ce mouvement, en dépit de son ampleur, va déboucher sur quelque chose de significatif. Oui. Vous avez des Parce que c'est quoi la politique en Haïti? Honnêtement. Quelqu'un qui choisit de faire la politique en Haïti, c'est parce qu'il est un chômeur déguisé. C'est-à-dire que la politique, c'est l'industrie qui attire tous les gens qui sont plus ou moins formés. C'est ça la politique. Donc, il faut qu'on arrive à dégager la dynamique d'une société qui soit capable de créer des richesses pour que les gens fassent la politique autrement. Pour que l'État n'ait pas la seule source d'enrichissement. Non, l'État haïtien est le seul employeur presque des Haïtiens. Il y a peu d'industrie, hein? On a une économie informelle. Donc dès lors qu'on sort de l'école, on a un papier, on est diplômé, qu'est-ce qu'on a en tête? Son réflexe, c'est d'intégrer l'appareil de l'État. Voilà. Et c'est ce qui génère autant de corruption. Le phénomène de corruption dont on parle. Et c'est la raison pour laquelle je suis très pessimiste. Je ne vois pas comment ce gouvernement, cette classe politique, va sortir de ce cercle vicieux. C'est presque impossible. Bon, le débat jusqu'ici tient sa promesse, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il est venu d'aborder la troisième partie. Nous revenons tout de suite. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, nous voilà dans la ligne droite de l'émission. Vous le savez, notre page a été piratée cette semaine et du coup, nous avons créé une nouvelle page. Vous voyez juste au bas de l'écran l'adresse de la nouvelle page. N'hésitez pas à la liker et à la partager. De même que nous avons un compte Instagram. Vous pouvez aller voir sur Instagram et sur YouTube, page émission Vélosphère. Professeur Beauchamp, on a été attentif à vos développements.
On a compris que le dossier Petro-Caribé a été au départ un instrument politique, a servi d'instrumentalisation politique pour certains, mais au final, qui leur a échappé. On a compris que les réseaux sociaux, certes, on peut les utiliser de la bonne manière, tout comme de la pire des manières, mais au final, ça aide les gens à se rassembler, à mobiliser, à rester connectés. Et pour la troisième partie, en ce qui concerne le système politique traditionnel haïtien, le système politico-médiatique, il faut le dire comme ça, parce qu'il y a toujours cette complicité-là, cette promiscuité-là entre la politique et la presse. Or voilà qu'il y a un troisième élément qui arrive, qui c'est les réseaux sociaux, qui font que les gens sont beaucoup plus indépendants. Aujourd'hui, on n'est pas obligé par un journaliste qui a toujours servi de médiateur pour canaliser le débat social et le débat politique. De là, le système politique haïtien, il apparaît de toute évidence sans ressources pour l'instant, disons-le, face à ce système-là. Et on le voit, les dirigeants politiques sont tellement sous pression que le Premier ministre, cette semaine, dit qu'il va mettre une commission sur pied pour enquêter sur l'affaire Petro-Caribé. Déjà, cette décision-là, on ne peut plus abracadabra, je ne sais pas si on peut le dire, et nous aimerions avoir votre opinion là-dessus, professeur. Bon, commençons par la commission qu'entend mettre sur pied Jean Essayant, Premier ministre, nommé par le président Jovenel Moïse. Tout d'abord, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'Haïti dispose des institutions qui peuvent enquêter sur ce dossier? La réponse est oui. On a la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. On a l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, et on a UCREF. Donc on a vraiment des institutions. Bon, peut-être que ces institutions-là n'ont pas les moyens suffisants pour entreprendre ces genres d'enquête et de procès. Mais ces institutions existent. Donc si on veut créer une institution, c'est parce qu'on ne une commission parallèle, tout d'abord, c'est que ces institutions-là n'inspirent pas confiance. Ou, ce qui me semble être plus évident, c'est que ce gouvernement n'a aucune volonté de donner une suite sérieuse à ce dossier. Comme disait l'homme politique français Clémenceau, quand on ne veut pas résoudre un problème, on crée une commission. Ah, c'est Clémenceau qui l'a dit. Oui. Et donc, si ces institutions-là existent et on décide de passer à côté, de les mettre à l'écart, ça veut dire que ce gouvernement ne croit pas dans les institutions de ce pays. On veut à chaque fois créer de nouvelles institutions. Parce que ces institutions existantes ne veulent pas dire grand-chose. Ou encore, on veut, c'est-à-dire qu'elle de toute évidence, instrumentaliser la question. C'est-à-dire qu'elle n'existe que le nom. Bon, maintenant, peut-être... Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie de sauvetage du gouvernement là? On le sait qu'il y a les mains liées avec l'ancienne administration Martelly. N'oubliez pas, le gouvernement de Jovenel Moïse, c'est un gouvernement qui est issu de la corruption. C'est vrai qu'il a beau dire que le pays a 7 problèmes, corruption, mais jusqu'à date, combien de corrompus ont été questionnés, arrêtés, jugés? Aucun. C'est-à-dire que le combat de Jovenel Moïse, c'est un combat morné. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est un président qui passe la majeure partie de son temps à nous vendre des promesses farfelues. Et ces promesses sont accompagnées de déclarations contradictoires. Voilà un homme qui se dit qu'il va combattre la corruption, et lors de son passage à Paris, il nous a déclaré qu'il était contraint, forcé de nommer 50 juges corrompus. Ça, c'est pas une mince affaire. Et en plus, lorsque le dossier Petro-Caribé a été agité, il en a fait une interprétation pour dire que c'est une
on va dire, chasse aux sorcières, c'est un instrument de persécution politique. D'ailleurs, le président lui-même s'est érigé Un obstacle à la justice. à l'avancement de ce dernier. Mais il s'est reconverti tout récemment pour dire que... Bon, oui, bon, la pression populaire fait dire n'importe quoi à ces gens. En ce qui me concerne personnellement, c'est un argument de bon sens en tout cas. La seule chance que ce pays puisse avoir pour pouvoir concrétiser les revendications actuels, populaires, c'est premièrement qu'on exige le départ immédiat du président de la République. Vous allez quand même fort, vous Beauchamp. Écoutez, quelqu'un qui a déclaré qu'il va classer ce dossier, c'est un dossier politique. Parce que le peuple n'accaparait pas encore ce dossier. Mais maintenant, il est devant un fait accompli. S'il était un homme, au sens fort du terme, il aurait dû remettre sa démission. Qu'est-ce qu'il fait là? Quand quelqu'un qui est président de la République, qui a juré de respecter et de faire respecter les lois de ce pays, peut se permettre de nous dire qu'il était contraint, qu'il était forcé de nommer 50 juges corrompus. Et par qui il était contraint? Et qui sont ces juges corrompus? On ne sait pas qui ils sont. Leur nom, déjà, c'est déjà confié le dossier Petro-Caribé à des juges que la majorité de la population ignore. Pose. Il faut poser des vraies questions. Qu'est-ce qu'il fait à la tête du pays? Mais je crois que la société... Mais restons d'emblée dans le sujet. Quelle peut être, je ne sais pas si on peut l'envisager de ce point de vue, quelle peut être la réaction du système politique traditionnel politico-médiatique traditionnel pour survivre face à cette mobilisation de grande ampleur d'un pays? Est-ce que d'après vous, ce système-là, qui a toujours trouvé un moyen de sortir de crise, soit par la violence, soit par les interventions étrangères, c'est assez classique dans l'histoire du pays. Est-ce que là, de toute évidence, est-ce que d'après vous, le système politico-médiatique, il est sans ressources face à ce mouvement-là, pour ce Beauchamp? À noter que cette initiative a été l'œuvre de la société civile. Ce n'est pas la classe politique. C'est au sens classique, c'est pas, le peuple. C'est pas le système. Parce qu'il y a des gens quand même, au lit des roches, on entend pas leur voix. Comment on dit, médiatico-politique qui a impulsé ce mouvement. C'est la rue qui l'a saisi. Et qui met ce système au pas. Donc, on ne peut pas dissocier la classe politique de la classe médiatique, comme vous l'avez dit. Il y a une sorte de complicité. Mais il ne faut pas se faire illusion. Bernie. Ils sont encore forts. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Parce que c'est un système qui est bien implanté dans notre réalité politique. Dans ce cas, quelle est la solution? Bon, est-ce qu'il y aura de solution? Il faut poser les conditions. Parce qu'on ne peut pas rêver. Dans ce cas, comme je le disais tantôt, il faut qu'il y ait des actions, on va dire, d'envergure. Est-ce que la mobilisation doit rester dans la rue? Non, il faut maintenir la mobilisation. Parce que déjà... Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut un départ immédiat de Jovenel Moïse. Vous pensez que c'est la solution? C'est-à-dire, c'est le point de départ d'une solution. Mais est-ce que ce n'est pas le système politique haïtien qui pose problème? Parce que quand même, c'est un système assez pérenne, c'est-à-dire qui dure depuis longtemps. C'est la corruption qui a permis l'arrivée au pouvoir de Jovenel Moïse. Pourquoi? Aussi simple. Jovenel Moïse a été déclaré un président, enfin un commissaire du gouvernement, inculpé
C'est-à-dire que c'est un président qui est arrivé au pouvoir sous accusation de corruption, d'autant plus. D'autant plus, il a posé des actes, il a fait des déclarations qui justifient tout ça. Bon, on l'aura compris, chers auditeurs et chers téléspectateurs, bon, nos fans sur les réseaux sociaux, que cette émission serait très très longue si on voulait vraiment développer tous ces points dans l'émission, mais on n'aura pas suffisamment de temps pour le faire. Déjà, nous vous remercions d'avoir été avec nous, professeur Beauchamp. Nous remercions aussi toute l'équipe qui fait un travail colossal pour rendre cette émission possible. Nous voulons parler de Madame Marie-Rose Saint-Pierre, Monsieur Thomas Saint-Pierre, Monsieur Edzer Barthelus ainsi que Monsieur Obani Pierre. Sans oublier, bien sûr, Elsa Blaise et notre caméraman Hugues Desroches, Disky Joe, qui fait un travail tout à fait formidable. Nous vous disons à samedi prochain, mesdames, messieurs, on va tirer de partout. Mais n'oubliez pas, likez la page, voici l'adresse pour partager cette émission-là, pour faire de cette émission-là ce succès qu'il est déjà. Merci à vous et bon week-end.